Août 1914, le mois le plus sombre au Cameroun. Les hommes les plus illustres du pays sont assassinés par les Allemands. Et parmi ces martyrs, Rodolphe Douala Mangabel, Adolphe Ngossodine, Martin-Paul Samba et bien d'autres pour avoir dit non à l'expropriation des terres, à la colonisation allemande et aussi à la déshumanisation des Camerounais. Ils ont été réduits au néant. 108 ans après, le Cameroun se connecte avec son histoire, avec des séquelles visibles. Vous l'avez compris, on célèbre nos martyrs dans le débrief de l'actualité ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et pour parler justement de ce qui reste du combat de ces martyrs au Cameroun, nous avons des invités sur ce plateau, des invités de haut vol, je vous l'assure. Je commence par une autorité traditionnelle, Sa Majesté Ruben Ness Essombe, président de l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. Bonsoir, Majesté. Bonsoir Lille, le plaisir est partagé. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir échanger avec vos téléspectateurs. Merci de votre disponibilité. Lui, il est docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'université de Douala. C'est une première sur le débrief de l'actualité. Docteur Ramsès Tana Gunga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos téléspectateurs. Et bonsoir aux autres panélistes. Merci d'être là. Lui également, il est président national du parti de l'opposition, le MP, le mouvement progressiste. Hilaire Zipan, un habitué du débrief de l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, aux millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. Le sujet est suffisamment alléchant, la personnalité est tellement respectée, ou les personnalités sont très respectées. J'ose croire que nous serons à la hauteur de restituer tout ce qu'ils ont fait pour le Cameroun. Avec votre background de membre de l'Union pour le changement, certainement on aura besoin de votre argumentaire sur ce plateau. Elle, c'est une dame, une digne fille Sawa, on peut le dire ainsi, habituée également du débrief de l'actualité, femme politique, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on la reçoit sur ce plateau. Marlise Doualabel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et c'est également avec beaucoup de plaisir et très honoré par ce panel que je vais prendre part aux échanges de ce soir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. J'espère qu'ils prendront du plaisir à nous écouter. Alors, Majesté, justement, merci d'être là. Je commence par vous, Majesté. Hier, on a eu à se connecter avec notre histoire, notamment à la marine marchande à Bonanjo, où on a retrouvé des autorités de tous bords venues rendre hommage à ces martyrs. Que savons-nous exactement de ces martyrs du 8 août 1914, pour ceux qui nous regardent, de façon ramassée? En quelques mots, ceux qui ont été célébrés hier, c'est ceux qui se sont battus. Spécifiquement, il s'agissait de Rodolphe Douala Manga, qui s'est opposé, vous l'avez dit dans votre propos introductif, il s'est opposé aux colons, aux Allemands en l'occurrence, qui voulaient exproprier les natifs de cet espace. Ils voulaient, eux, prendre cet espace pour y construire centre administratif, enfin pour s'installer à cet endroit-là. Et Rodolphe Douala Manga s'y est donc fermement opposé, et puis ça a conduit au drame que nous savons. Et vous me permettrez de dire que je suis particulièrement fier de ce lointain devancier, et pas moi uniquement, je parle là de l'institution qu'est la chefferie traditionnelle. Parce qu'il y en a qui se demandent à quoi sert la chefferie, il y en a qui se demandent qu'est-ce que les chefs ont fait. Voilà un exemple, pas seulement celui de Rodolphe, dans tout le pays, vous trouverez dans notre histoire des chefs traditionnels qui ont porté le destin de leur communauté, qui se sont battus
jusqu'au sacrifice suprême. Et je pense que c'est aussi une réhabilitation du chef traditionnel de ce qui s'est passé hier. D'accord. Alors, Hilaire Zipan, vous en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous savez, je vous pose la même question, de ces martyrs qui ont été célébrés hier? C'est vrai qu'il y a quelques noms, mais d'autres se plaignent d'avoir pas cité tous les noms des héros du 8 août. Il est d'évidence qu'on ne citera pas tout le monde, ce serait les plus emblématiques, ou ceux qu'on a entretenu leur mémoire, qu'on gardera à l'esprit. Mais à l'évidence, ce fait, il faut noter qu'en 1908, nous sommes un petit bled. Je ne sais pas maintenant, il y a beaucoup d'avancées de technologie. Je ne sais pas si les images de 1908 peuvent exister en termes de géographie, en termes de positionnement. Ça, c'est la première. Puis en 1908, il n'y a pas de report, il n'y a pas de journaliste de votre trempe à cette époque-là. Puis en 1908, le Cameroun a très peu, peut-être Rudolf peut-être était plus ou moins le plus nanti au point de vue connaissance, parce que en 1914 déjà, il était, au moins sa pendaison, il était déjà un spécialiste en droit. Donc ça veut dire que certainement un cursus universitaire. Je pense que les historiens peuvent nous dire jusqu'à quel niveau. Mais ce que l'on retient, c'est un engagement au nationalisme de la protection d'abord de son peuple, d'une part, ensuite du peuple camerounais, dans le respect des protectorats, ou du moins des accords que nous avons signés avec les Allemands. C'est beaucoup plus ça que l'on peut retenir de lui, c'est-à-dire que la transgression de ce qu'on a convenu ensemble pour pouvoir s'installer. Et je pense qu'il avait cueilli avec un mode de vie à l'époque qui permettait aux communautés, qui permettait à l'ensemble de la société de vivre et dont les gens voulaient modifier fondamentalement. Je pense que tout ça va pouvoir contribuer pour pouvoir l'amener à ce qu'il accepte. Mais ce qu'il faut retenir aussi, et je pense que c'est l'histoire qui nous l'enseigne, il se dit, et je pense que les historiens doivent nous apaisantir là-dessus, mais avec certitude cette fois-là, qu'à la veille, on lui a donné la possibilité de partir. Mais en tant que chef, il a dit qu'un chef ne part pas, il n'abandonne pas son peuple. Il est revenu et c'est le lendemain qu'on l'a pendu. C'est une preuve qu'il n'abandonnait pas le combat. Et Rudolf a dû certainement inspirer quelqu'un comme Oumyobé par la suite. Et puis par la suite, tout un autre tas de politiciens que nous sommes, par exemple, nous les progressistes. Je terminerai en disant que nous, au mouvement progressiste, pour commencer toutes les campagnes, et ça depuis 1990, nous avons un rituel qui se fait sur deux axes. Le premier, c'est qu'habituellement, sous la coordination de Jean-Jacques Kikindi à l'époque, on allait s'incliner sur la tombe de Rudolf, et puis on allait s'incliner sur la tombe de Fampo Dagobert. Et c'était deux personnages dans lesquels l'ex-coordinateur nous avait expliqué qu'ils ont fait pour beaucoup, pour l'autre, pour le patriotisme, et l'autre pour la cohésion de la vie en communauté. Et je pense que ces deux personnalités-là ont construit l'idée progressiste que nous essayons de défendre aujourd'hui. Pour les jeunes générations, je les demande de lire et de s'interroger sur la personnalité de Rudolf. Vous faites bien de parler d'historien dans vos propos. Ramsès est là justement à ce titre. Est-ce que vous avez eu l'impression hier que le Cameroun tout entier s'est véritablement connecté à ces martyrs-là? Parce qu'on a eu l'impression que c'était seulement une affaire de Douala. On n'a rien vu dans le sud, on n'a rien vu dans d'autres localités. Oui, merci madame. Effectivement, j'ai été un peu surpris. Déjà, au niveau des responsables des médias et même du gouvernement, il y a eu très peu de mobilisation. Et je crois avoir suivi sur une chaîne de télévision des reportages à Ebolova où les gens n'étaient même pas au courant. Voilà, sur Canal 2 International, merci. Où les gens n'étaient même pas au courant de la célébration d'hier. C'est vrai, j'ai beaucoup apprécié tout le travail que Canal 2 a battu par rapport à cette journée en présentant les différents événements. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Par le passé, on se plaignait du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de documents sur ces aspects de notre histoire. Aujourd'hui, il y en a tellement, sauf que la vulgarisation n'est pas encore effective. C'est vrai, on a tendance à parler de l'histoire des gens d'en haut en oubliant un tout petit peu l'histoire des gens d'en bas. Je l'ai toujours dit, Douala Mangabel, Sa Majesté Rudolf Douala Mangabel, oui, il était le chef et il a mené un très grand combat. Et il était accompagné dans ce travail par un certain nombre de chefs qui n'étaient pas peut-être chefs supérieurs comme lui. Au niveau de la région du Sud, on avait Martin Paul Samba qui faisait le même boulot avec un certain nombre de Camerounais et on peut déjà louer
la précocité de la coalition des Camerounais pour défendre une cause commune. C'est déjà une très bonne chose. Donc, peut-être on reviendra dessus, mais on est quand même un peu étonné que... moi, je le dis souvent, on ne doit pas attendre que ce soit au niveau des programmes, des ouvrages, au programme scolaire et universitaire, que les Camerounais doivent apprendre leur histoire. Je suis d'autant plus content d'être assis à côté de Sa Majesté et qui maîtrise un nombre important de cette histoire du Cameroun. Et j'ai en face de moi deux hommes politiques. Le fait qu'ils maîtrisent ces aspects de l'histoire du Cameroun nous amène à penser qu'au sein des familles et au sein de l'entourage de chaque Camerounais, on devrait commencer ou du moins continuer à partager ces pans de l'histoire de notre pays afin que la connaissance de cette histoire apporte au niveau des Camerounais des élans patriotiques. Parce qu'on a parlé il y a quelques moments du manque de patriotisme des Camerounais. C'est-à-dire en retournant sur ces pans de l'histoire de notre pays, en voyant comment ces Camerounais se sont battus pour la cause commune, pour l'intérêt général. Je crois que ça pourra, à un moment donné, mettre un peu de baume au cœur au niveau de l'élan patriotique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce premier volet-là. Alors Marlise, hier on était à la marine marchande, on s'est rendu compte que l'endroit où ces figures emblématiques ont été exécutées, que c'était juste un arrangement de l'instant T. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais ne savent pas exactement que l'histoire commence à ce niveau-là pour s'achever au cimetière Ndjonjo par exemple. Pour vous, qu'est-ce qui peut bien justifier le fait qu'aujourd'hui ce lieu ne soit pas considéré comme un lieu de pèlerinage pour permettre aux jeunes générations d'avoir une histoire sur ces martyrs-là? Merci Lille. D'abord, je voulais dire que le peuple Douala et le peuple Sawa a réussi à rester accroché à cette histoire poignante et à marquer les jeunes générations par cette histoire poignante. Ça fait 108 ans que les Douala fêtent, quand on dit fêter, célèbre, commémore Rudolf Douala Mangabel Ngosodine. D'abord, pourquoi? Je crois que c'est parce qu'ils ont vécu ensemble de manière communautaire cette expropriation. Ils ont vécu l'injustice subie par Rudolf, qui en plus c'était, j'allais dire, c'était un Allemand. C'était un Allemand. Sauf qu'il se considérait plus camerounais que allemand. Et il pensait que la cause à défendre par lui, c'est la cause camerounaise et pas la cause allemande. Et en plus de ça, quelque chose d'autre de remarquable, deux faits remarquables qui vont rendre cette histoire assez spéciale. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ailleurs. Tantôt, le professeur disait que du fait que l'histoire, les distances, l'absence des journalistes à cette époque-là, fait que nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Mais ici, à Douala, ça fait 108 ans qu'on pleure Rudolf Douala Mangabel. Premièrement, à cause de l'attachement particulier qu'il avait avec sa communauté. C'était un roi qui vivait avec et pour sa communauté. Deuxièmement, il y a quand même eu cet événement particulier où on lui donne la possibilité de sortir de prison pour aller dire au revoir aux siens, mais en espérant qu'il allait en profiter pour son élargissement. Et on le revoit rentrer en prison pour assumer le destin qui est le sien, parce qu'il savait qu'en fuyant, il risquait de perdre sa dignité, il risquait de perdre sa noblesse. Et l'autre fait exceptionnel également, c'est l'attitude de Ngosodine. C'est quand même extraordinaire de voir un secrétaire, fût-il cousin de l'autre, qui accepte d'accompagner son cousin jusqu'à la fin. Pas simplement parce que c'était son cousin, mais parce que la cause lui parlait et qu'il était prêt à porter cette cause également jusqu'à la fin. Donc je crois que tout ce côté pathétique fait de Tété Kombo quelque chose d'assez particulier par rapport
aux autres exécutions qu'il y a eu de par le monde. Elles ne sont pas à négliger, au contraire, c'est des ancêtres qui se sont démarqués, qui ont montré le chemin, qui nous ont dit ce que c'est qu'être Camerounais, etc. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on réalise qu'on n'a pas réussi 108 ans après à faire ce qu'il y avait à faire, je ne pense pas que la faute soit à qui que ce soit. Je pense que la faute, s'il y a une faute quelque part, c'est que nous n'avons pas suffisamment intériorisé ou intégré au niveau de l'État toute cette histoire. D'accord, on reviendra dessus. Je voudrais corriger quelque chose, si vous permettez. Allez-y. Les autres martyrs n'ont pas été oubliés. Il n'y a peut-être pas eu dans leurs villes respectives une célébration à cette dimension, mais je voudrais convoquer ici les discours qui ont été tenus hier. Tous ont été cités dans le discours de Majesté Mvondoke venu du Sud et dans le discours du roi Bel. Donc il y avait cette volonté de leur rendre hommage à eux tous. Donc je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que les a oubliés. Je m'excuse aussi parce que je ne voudrais pas qu'on pense un seul instant on ne les a pas... Non, je répondais à Lille. Je répondais à Lille parce qu'elle a dit... dire qu'ailleurs, chez eux... Non, on a compris, c'est pas à vous que je répondais. Et je dirais, si vous voyez tous ceux qui sont venus, les chefs sont venus du centre, le président du Conseil national, les chefs étaient là. Les chefs sont venus du sud, du sud-ouest. Il y avait du pays Batanga. Donc, tout le monde, c'était en un lieu unique. On a rendu hommage, certes, principalement à Rudolf Douala parce qu'on est à Douala, mais à tous les autres martyrs. D'ailleurs, après la célébration, après la partie officielle, tous les chefs qui étaient présents se sont retrouvés pour une réunion autour du président de Majesté à laquelle le président du Conseil, et nous avons examiné, nous nous sommes demandé comment faire justement pour qu'il y ait une célébration qui englobe tous ces martyrs. Une réflexion est menée et nous avons une grande réunion qui se tiendra à Bertois autour du 24 de ce mois, et il est question qu'il y ait une motion qui sera votée par les chefs dans le sens de trouver une formule pour célébrer tous ces martyrs. C'est bien compris. Vous avez parlé de discours. On va écouter Sa Majesté Jean-Yves Eboubou Douala Mangabel, le roi du canton Bel. C'était hier au cours de cette cérémonie de commémoration pour nous permettre d'évoluer dans le débat. Collins. Nous avons tant à faire pour que l'amnésie quant à cette période cruciale de l'histoire du Cameroun ne l'emporte pas sur la mémoire. 108 ans déjà. Nous devons absolument nous souvenir, non pour se lamenter, mais pour tirer les leçons du passé et pour construire le futur. Que nous dit l'histoire ? Le 8 août 1914, le roi et son secrétaire, Ngosodine, ont été exécutés par pendaison, précisément en ce lieu, parce qu'ils défendaient le droit d'occuper leurs terres et plus globalement le respect de la loi inscrite en toutes lettres dans le traité signé du 12 juillet 1884 en son article 3. Que nous enseigne l'histoire ? Le roi Rudolf Douala Mangabel et ses compagnons d'infortune ont été les victimes du système imposé par la puissance coloniale allemande. Je veux parler du système de marchandisation de nos biens qui jusqu'à ce moment-là et depuis la nuit des temps, était géré de façon collégiale et communautaire. Le Cameroun a basculé dans l'économie de marché où tout est privatisé et s'échange contre de l'argent. La terre n'est pas exclue de ce nouveau principe. La nouvelle économie nie la valeur sociale et communautaire de la terre. Elle en fait un objet de transaction et de spéculation. Elle lui attribue une valeur marchande avec un prix au mètre carré. Le livre cadastral et le titre de propriété foncière, le Grundbuch en allemand, sont entrés dans nos mœurs et ont modifié nos codes culturels. Ce sont ces documents
qui nous gouvernent aujourd'hui. Il faut savoir que près de 80% des conflits juridiques de notre pays sont des conflits fonciers. Voilà, c'était donc là Sa Majesté Jean-Yves Eboubou Douala Mangabel. Ça nous permet d'entrer dans le second pan de ce débat. Et leurs Zipan, où en est-on finalement avec ce combat contre l'expropriation ou alors l'exploitation du patrimoine national pour des intérêts des étrangers, puisque la célébration était axée justement sur ça? Non, je ne pense pas qu'en très peu de temps, on peut répondre à une question aussi vaste et aussi délicate. Il faut dire très sincèrement que le prince, il vient de le dire là, le fait qu'on a marchandisé les terres ont changé fondamentalement le mode de vie communautaire. Je peux vous dire sans le risque de me tromper que j'ai côtoyé le feu Koloko Lévy dans mes propres enseignements et mes connaissances de ce que c'est que l'histoire de Douala. Et il m'a fait une révélation terrible en me disant que là où il est installé à Bonapriso, ça n'a pas été acheté. C'était un de ses amis, Douala, qui lui avait donné. Et nous sommes, je me considère toujours comme un gars d'Eïdo. Et quand j'ai fouillé un peu les archives de mes parents où ils ont acheté le terrain, c'était complètement pinoche. Le terrain n'avait pas la valeur foncière que nous avons aujourd'hui. Et c'est cette manière de marchander aujourd'hui qui crée tout le problème du foncier au Cameroun. Ça pour dire que c'est un problème très délicat et il reste tout entier. Et Dikolo en est certainement une des conséquences. Je préfère m'arrêter là pour essayer d'apporter quelques solutions, toujours dans la... On a vu en ces lieux-là, les administratifs, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, tant bien que mal, il en a un représentant là, un éminent représentant là, essaieront de nous projeter pour que nous retrouvions en adéquation avec notre culture. Mais il n'y a qu'au-delà de la communauté, il y a l'État. Et c'est là d'où le bas blesse. Je peux vous dire, l'île, que là, qui est un lieu emblématique, un lieu aussi sensible de notre histoire, que l'on construise un bâtiment administratif. Et que ce jour, le 8 août, les gens vont à leurs occupations dans le bureau administratif, pendant que la cérémonie se tient dehors, ça m'a sidéré. Ne serait-ce que fermé. Pourquoi ne pas enlever ce bâtiment là-bas? Quand nous allons en Europe par tourisme, rendre lieu grâce aux Champs-Élysées, mais c'est parce que le nom est devenu emblématique. Mieux, c'est Ngossoudine qu'on allait déposer le fer. Mais le code rouge n'est pas là-bas. Vous le faites ailleurs. Et vous demanderez aux jeunes de Douala où se trouve la tombe de Rudolf. Ils ne connaîtront pas. Du tout. Ça fait partie de notre truc. Quand vous avez des bâtiments comme la pagode, quand on voit ce qu'il y a comme activité à l'intérieur de la pagode, mais on s'étonne. Quand vous voyez les premiers bâtiments construits par les Allemands qui ont servi de poste de télécommunications, mais il faut faire des recherches énormes pour savoir que ça fait partie des vestiges de la ville. Tout cela pour dire que lorsque l'on perd ces repères historiques, lorsque l'on perd des repères des gens qui, déjà en 1908, étaient des juristes éminents, et qu'on a un diplôme aujourd'hui, on a l'impression qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Rien d'autre. Alors, Majesté, justement, la célébration s'était axée sur le cas d'Ikolo, avec ce discours qu'on a suivi sur l'expropriation des terres. En tant qu'autorité traditionnelle, c'était important de marquer un temps d'arrêt pour ce cas d'Ikolo-là, lors d'une cérémonie pareille. Bien entendu, parce que tout est parti d'une question foncière. Rudolf Douala Mangabel perd la vie avec Ngossoudine. Ce combat-là contre les Allemands, c'était ça. Donc, il était important. Vous savez, on avait l'impression que l'histoire se répétait. Ceux qui ont vécu ça, il y a un traumatisme qu'on n'a pas encore complètement, comment j'allais dire, qu'on n'a pas encore évacué. Voilà, on n'a pas encore évacué, merci. Donc c'était important qu'on en parle, c'était important qu'on attire l'attention. Je suis tout à fait d'accord avec Hilaire Zipan lorsqu'il essaie d'attribuer les responsabilités. Il y a l'administration, mais je voudrais dire particulièrement sur le site de pendaison de Rudolf Douala Mangabel, il y a un projet de construction d'une nouvelle communauté urbaine, un vieux projet, et l'association des chefs du Vouri avait saisi le délégué du gouvernement
à l'époque, je n'étais pas encore le maire de la ville, justement pour protester, pour dire on ne peut pas, parce qu'on veut faire un beau bâtiment, raser un lieu aussi chargé d'histoire. Donc, il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui protestent. J'ai dit, les chefs d'ouvriers ont écrit, on avait même rencontré le délégué du gouvernement en lui disant, si vous faites un passage en force, nous allons nous y opposer. Donc, c'est curieux que certains responsables ne se sentent pas liés par cette charge historique. Mais peut-être que les sociologues doivent nous expliquer, parce que à observer notre société, j'ai l'impression que nous avons un problème avec les archives, d'une manière générale. Nous avons un problème avec ce qui est ancien. Vous nous demandez ce que les objets manipulés par nos grands-parents, il n'y a pas beaucoup qui les ont. Nous détruisons très facilement, là c'est un site historique, mais nous détruisons très facilement ce qui a été laissé par nos devanciers. Peut-être que les sociologues devraient... Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons autant de difficultés à conserver notre et héritage. Curieusement, c'est nous, c'est l'Africain, c'est le Camerounais qui va célébrer aussi ça ailleurs. Hein. En fait, c'est curieux parce que nous, on va célébrer ça dans d'autres pays, mais sur place, chez nous, il suffit de passer là, maintenant à la marine marchande, ça sera banal. Vous savez, ailleurs, chez les Occidentaux, vous demandez simplement là où un ancien président est passé, où les rois de l'époque sont passés, ou vous demandez, je vais prendre quelque chose de plus banal, vous demandez à quelqu'un la fourchette utilisée par son grand-père, il peut vous la sortir. Tout à fait. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, nous avons un problème de ce côté-là. Pour revenir à la question foncière, elle était essentielle. J'espère que le message est passé, parce qu'il n'y a pas que Dicolo. Dicolo, c'est la face visible de l'iceberg, mais nous avons des éléments extrêmement concrets et réels qui montrent qu'il y a d'autres projets. Je parlerai de ma communauté, la gare routière de Bonabéry. C'est clair, nous avons vu des documents qui circulent. Donc, il était important que les populations de Dicolo, mais au-delà, tout le Cameroun qui s'est rassemblé, là, il y a une unanimité qu'on a rarement vue sur un sujet dans ce pays. Une adhésion de toutes les communautés pour dire, écoutez, ça suffit, que l'État protège les gens au lieu de les fragiliser en utilisant l'artifice qu'est la DUP. D'accord. Alors Ramsès, 108 ans après, un combat mené par ces illustres personnalités de notre histoire, 108 ans après, on revient à la case de départ avec des problèmes d'expropriation au point où toute la cérémonie d'hier était véritablement axée sur le cas d'Icolo et bien d'autres cas dans la ville ou un peu partout, parce qu'on a suivi d'ailleurs le représentant du réseau des chefs d'Afrique centrale évoquer également cette problématique d'expropriation de terres. Oui, merci madame. Si vous permettez, je voudrais avant de répondre revenir sur un aspect parce que la copanéliste honorable Malice Doualabel a parlé tout à l'heure de l'absence des journalistes à l'époque, ce qui serait à l'origine de la méconnaissance d'un certain nombre d'aspects. Ce qui me pousse peut-être à faire peut-être un bref rappel, parce que dans certains livres d'histoire, on va lire par exemple que Douala Mangabel a été condamné pour haute trahison, alors qu'il y a assez de documents écrits par des Camerounais et le professeur Koumandoumbe a organisé d'ailleurs un colloque en 1985 sur ces aspects de l'histoire du Cameroun et les actes ont été publiés. Sa Majesté parlait tantôt du problème que nous avons avec les archives. Au niveau des universités, on a des enseignants qui font déjà des efforts pour que les Camerounais s'approprient leur histoire. Il me souvient que le professeur Albert François Dikoumé a amené les étudiants sur la tombe de Douala Mangabel. J'y étais. Et donc, il y a un certain nombre d'enseignants à l'université de Yaoundé 1, de l'université de Douala, l'université de Tchang, qui font déjà ce boulot-là. Et on doit peut-être inviter les parents, que chaque parent essaye de faire la part des choses, en attendant, bien entendu, l'État. Parce qu'il appartient à l'État de faire le gros du boulot. Mais déjà au niveau des familles, ne serait-ce que en termes, pour des petites balades, chaque parent peut déjà, ne serait-ce que amener ses enfants sur ce genre de sites et autres. Et je voudrais justement faire ce rappel parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent que Douala Mangabel a été condamné parce qu'il a protesté et dans la protestation, il a suivi toutes les étapes. C'est-à-dire que dès lors qu'il prend le pouvoir
en remplaçant son père, en succédant à son père en 1908, il y a un gouverneur, Théodore XVI, qui a mis en place, qui a élaboré le plan d'expropriation des Douala. Théodore XVI arrive au Cameroun en 1907, il partira en 1910. Donc, quand Mangabel succède à son père en 1908, ce projet est déjà en cours. Lorsque les chefs Douala sont informés en octobre 1911, Douala Mangabel va envoyer une lettre au Parlement allemand dès décembre 1911 pour protester en indiquant, le copernéliste a parlé de la maîtrise du droit par Douala Mangabel. Bien entendu, se basant sur les réserves, les 5 réserves du traité germano-douala, parce que la 3e réserve stipulait que les terres devaient appartenir à leurs occupants actuels, c'est-à-dire les Camerounais de l'époque, en 1884. Douala Mangabel, ayant été bien formé, se basant sur cette 3e réserve, écrit une pétition au Parlement allemand et indique qu'il faudrait que l'Allemagne respecte les prescriptions du traité germano-douala. Une fois de plus, lorsqu'ils n'ont pas eu gain de cause, ils ont continué la protestation. En 1912, les chefs Douala se sont réunis. Je disais tantôt que, c'est vrai, on a dit qu'on a cité plusieurs. À Douala seulement, il y a eu plusieurs autres chefs. Vous avez par exemple le chef Tokoto et Sommet de Bonadouma, qui a dit carrément aux Allemands lors d'une réunion, les Douala n'iront pas à New Bell. Il a protesté au cours d'une réunion et ces affirmations sont contenues dans les documents. C'est pour dire à l'honorable qu'il y a bien de la documentation qui existe et dans les universités et dans les bibliothèques du Cameroun. Ces chefs ont contesté. Vous avez Diboussi, Dika, vous avez par exemple Ekwala, Epé, qui sont des chefs Douala qui suivait Douala Mangabel. Donc, Douala Mangabel n'était pas le seul. Il était porté, ainsi de suite. Au sud, c'est pareil. Martin Paul Samba était pendu avec une série de Camerounais, Mandiba, ainsi de suite, et Asako. Et donc, ils étaient très nombreux. Maintenant, pour revenir à l'aspect actuel, effectivement, lorsqu'on voit les expropriations sans négociation, parce qu'effectivement, les travaux d'intérêt général sont profitables pour toute la communauté nationale. Mais au préalable, il faut un débat de fond. Il faut des négociations et sur ce plan, les chefs traditionnels ont un très grand rôle à jouer. Parce que, voyez-vous, les administrateurs civils n'ont pas souvent la bonne maîtrise des éléments du terroir. D'où la nécessité pour ces autorités administratives de s'associer avec les autorités traditionnelles qui ont hérité d'un certain nombre de choses de leurs ancêtres et qui ont lien direct on reviendra sur ces propositions-là. Voilà. Alors, Malise, hier, après toute cette journée, on a eu l'impression que c'était devenu une affaire uniquement de Dikolo. En tant que fille Sawa, en tant que quelqu'un qu'on a vu sur le terrain, vous avez eu également cette impression? Parce qu'il y a les uns qui se sont plaints qu'à la fin, c'était devenu une affaire de Dikolo, pas une affaire de tout le Cameroun. C'était le moyen de mettre Dikolo en avant et de faire passer le message. Alors, j'ai commencé par expliquer pourquoi on a compris. Tété Kombo est fêté depuis 108 ans. Et ce que je disais, monsieur, c'était pas que les journalistes ne font pas leur travail. Ce que je veux dire, c'est que personne ne sait ce qui se passe ailleurs. Vous savez comment à Yoko ou dans la Damawa ou à l'ouest, on a fêté le 8 août, où il y a eu également des chefs. On a compris, puisqu'on a déjà fait le tour sur la question. Oui, allez-y. Donc, ça, c'est déjà un problème. Non, mais ça, il a évoqué ça, et je voulais dire que, en réalité, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que nous sommes le résultat d'une pression ou alors d'un lavage de cerveau qui fait que notre histoire, nous ne voulons pas la regarder droit dans les yeux. Nous ne voulons même pas la compter. Nous ne voulons pas nous l'approprier. Sinon, comment expliquer effectivement que ces martyrs connus, identifiés, ne soient pas valorisés autrement, ne soient pas célébrés autrement? Comment comprendre que la marine marchande continue tous les 8 mars, les 8 août, à se disputer l'espace avec la célébration du Tété Kombo? Comment le comprendre? À mon avis, c'est que nous n'aimons pas tout ce qui nous rappelle qui nous sommes. Or, nous devons absolument faire l'effort
de nous accepter tels que nous sommes et de maintenant porter notre développement. Parce que nous sommes comme des coquilles vides. Nous sommes comme des coquilles vides. Quand on regarde, nous sommes desservis déjà par l'oralité. La culture orale n'est pas aidante parce qu'elle n'a pas pu nous permettre de consigner les valeurs que nous avions à transmettre aux générations qui suivaient. Et nous n'avons pas pu organiser les séances de contes, de transmission aux jeunes générations. Pire que ça, notre mode architectural même ne plaide pas pour nous. Une case en poto-poto, elle résiste à combien de saisons de pluie pour que 50 ans ou 60 ans ou 70 ans après, qu'on puisse montrer aux enfants, voilà où était la case de ton grand-père ou ton arrière-grand-père, etc. J'ai la chance d'habiter une maison qui a à peu près 100 ans. Oui. Le sol n'a jamais été touché. Le sol sur lequel je marche tous les jours n'a jamais été touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien, après notre départ de la vallée du Nil, après en fuyant l'esclavage, et ensuite après avoir subi toutes les atrocités du colonialisme, nous n'en sommes pas revenus. Et le travail que l'État doit faire, c'est d'accepter qu'on se réapproprie notre histoire. C'est compris. Et justement, pour permettre d'évoluer dans le débat, pour cette réappropriation de notre histoire, il y a eu cette proposition, Hilaire Zipan, un statut de héros pour ces martyrs-là. Je pense que Malise aurait pu bien terminer sa phrase. Parce que vraiment, vous n'avez pas été très... C'est pour qu'on avance, en fait. La question du chef, c'était, oui, il ne comprend pas pourquoi personne n'a la cuillère de son grand-père. Mais parce que, oui, mais c'est très important, Lynn. Oui, on a compris. Parce que cette cuillère ne nous dit rien. C'est une lait de cuillère. Nous préférons la guille de graines que nous allons acheter aux Galeries Lafayette. Oui, terminez alors. Etc. Oui, terminez, s'il vous plaît. Je voulais terminer pour dire que d'abord, il faut qu'on commence par la clarification des concepts. C'est quoi un héros national? C'est quoi un champion? C'est quoi il y a un autre mot que le président de la République affectionne, les fondateurs, les pères fondateurs. Les pères fondateurs. C'est quoi les pères fondateurs? Tous ces concepts doivent être d'abord clarifiés. Et maintenant, il faut qu'il y ait une déclassification. Parce qu'il faut qu'on soulève cette casserole qu'on appelle la déclassification pour même savoir qui est qui. Parce qu'il y a aussi des personnalités qui sont présentées comme des héros et qui n'en sont pas. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, il y a comme une nécessité de nous mettre face à la vérité et de nous accepter tels que nous sommes et de maintenant transmettre à nos enfants qui nous sommes, qui ont été nos ancêtres, qui nous sommes et qui nous voulons être. Très bien. Alors, je revenais donc vers vous, Hilaire. Il y a eu que pour garder cette histoire-là, il faut à tout prix un statut de héros à ces martyrs-là. C'était une doléance du roi Bel. Oui, on peut le dire, mais j'avais trouvé beaucoup d'attention à suivre Malise parce que Malise avait un discours comme s'il n'y avait pas de responsable. Il y a un responsable de tout ça, Malise. C'est toi. Non, c'est vous qui avez le pouvoir. Ah non, c'est pas ça, c'est trop simpliste. Non, c'est pas simpliste, Malise. Je pense qu'un pouvoir a besoin de se projeter à partir de l'existant et à partir du vécu. Et je fais simple comme ça pour que, compte tenu du temps qui nous est imparti, pour l'heure, nos repères ne se situent que par rapport à ceux qui ont le pouvoir. C'est ça le danger. C'est-à-dire que pour peu que Zipan puisse être de l'opposition, tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Or, que nous enseigne Rodolphe? Et pourquoi, après tant d'années, on vient faire de lui héros national? Et quand bien même on fait de lui héros national, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Parce que c'est là tout l'ensemble. Il a été pendu ici, il a été enterré ici, la date de 8 août doit être, on doit le manifester comme ça. C'est l'État. Ce n'est plus au peuple savoir de le faire. Une fois qu'on l'a attesté comme héros national, ce n'est plus au peuple savoir.
Mais tu sais que c'est pas fait. Déjà il n'y a que- pas de décret. Il n'y a aucun décret. Justement, c'est justement ça. C'est justement ça pour dire que et ce débat-là, il a si bien dit, ça doit être porté par l'État. Ce n'est pas au peuple. On a déjà suffisamment battu. J'ai toujours une phrase pour l'habitude de dire aux gens qu'un enfant naît d'un père et d'une mère. Il vit dans une tribu, dans une communauté. Il ne peut pas s'en départir si tant est qu'il ne veut pas être ses origines. Mais pourtant, il ne doit pas mettre sa tribalité au-dessus des autres. C'est ça le tribalisme. Mais il appartient à une tribu. Et aujourd'hui, je m'en réfère auprès de Rolf comme un exemple pour moi. Je ne suis pas Sawa. Mais il appartenait à la tribu Sawa. Mais le fait, et c'est ce qu'il essaie de dire, le fait qu'on le conserve seulement dans la communauté Sawa ne s'adresse pas à tous les Camerounais, si tant est que l'État ne met pas un bémol là-dessus, n'appuie pas cette action. Et là, j'entreprends tout à fait d'accord avec vous, le chef Nès, pour dire qu'il faut que l'État s'approprie. Hier, je te l'ai dit, moi j'étais là-bas hier. Comment les bureaux peuvent s'ouvrir là où il y a le gouverneur qui vient présider une cérémonie? Mais quand même, c'est quand même la moindre des choses. Et c'est le 8 août, tout le monde sait que le 8 août, ça se célèbre là-bas. Et il a été pendu là-bas. Non, quand on veut faire ce combat-là, ça devient suffisamment difficile quand on appartient plus ou moins à une formation qui a la responsabilité du pouvoir. Malice, suivez mon regard. D'accord. Alors, Majesté, est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à s'accaparer cette histoire parce qu'il y a au devant de la scène cette éternelle bataille foncière? Est-ce que justement c'est pas là le nœud du problème où chacun voudrait se mettre à l'écart parce qu'il y a un gros problème qui est placé au devant, un peu comme l'interminable bataille foncière? Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a Rudolf Douala, il y a le foncier qui est lié à son histoire, mais en même temps, la question foncière aussi peut être vue séparément de cette question des martyrs, parce que tous les martyrs ne sont pas nés pour la question foncière. Donc, sur ce plan des martyrs, je vous ai dit qu'il y a une réflexion qui a été engagée dès hier autour du président du Conseil national. Les chefs vont se saisir de cette question. Nous avons une grande réunion, tous les chefs du Cameroun à Bertois. Nous sommes pour peut-être une semaine des martyrs. Après, une semaine des martyrs qui pourrait faire le tout, parce que justement, il y a des martyrs dans toutes les régions, avec peut-être un point culminant. Si on estime que Rudolf est le plus emblématique, peut-être que le point culminant serait là, mais il faudrait des manifestations un peu partout. C'est vers ça que les chefs sauriens, nous allons faire des propositions concrètes là-dessus. Maintenant, après, il y aura un débat que l'honorable a soulevé, bon, qui est héros, qui est... Bon, ça, un autre il y en a quand même quelques-uns sur lesquels il y a un consensus. Tout à fait. On n'est pas obligé d'attendre que tout soit clair sur tous les noms. On prend déjà ceux qui sont là, on fait cette semaine des martyrs qui pourrait aller chaque année du 1er au 8 août. Et je dis quelque chose par rapport à ce que Hilaire Zipang a dit tout à l'heure. Il faudrait qu'on apprenne que certaines grandes dates, tout peut s'arrêter quelques minutes. Oui. C'est-à-dire que si le 8 août, si cette décision est prise et que le point culminant de la semaine des martyrs, c'est le 8 août, que le 8 août, tout s'arrête. C'est quelques minutes. Et ça va d'ailleurs agir sur la jeunesse. L'impact, justement, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, je divise la population en deux. Les plus de 45 ans, ça leur parle quand on dit Rudolf. Mais les moins de 45 ans, pas uniquement Rudolf, tous ces martyrs. On a vu un reportage, on a posé les questions. Les moins de 45 ans ne savent pas trop de quoi il est question. Alors, en arrêtant tout un temps, le 8 août, je pense qu'on va commencer à travailler, on va impacter les jeunes, évidemment avec toutes les autres mesures dans les écoles et tout, qu'on recommence à en parler. Maintenant, la question foncière, je dis, c'est autre chose. C'est un débat, c'est une problématique qui se pose partout dans le Cameroun. C'est une malédiction camerounaise? Elle n'est pas que camerounaise. Ce problème, il existe dans tous les pays du monde. Ça, ne nous leurrons pas là-dessus. Mais peut-être que Cameroun, ça prend une tournée parce que l'État qui est censé protéger, je suis désolé, on doit bien citer le premier responsable, l'État qui est censé protéger les populations est le premier auteur de tout ce qu'il y a comme exaction dans ce domaine-là. Donc, il faudrait que l'État assume ses responsabilités. Il n'y aurait pas autant de spoliation si l'État n'était pas complice. Et un complice à un très haut niveau. Donc, il faut le dire pour que on revoie le régime foncier domanial, on revoit certains concepts, cette histoire de domaine national qu'on revoit. Mais comment peut-on
imposer à une communauté qui s'est constituée quelque part, qui a un lien avec la terre, on lui impose d'avoir le titre foncier, sinon la terre ne lui appartient pas. Mais elle a aussi un droit anthropologique, parce qu'elle est là depuis des siècles. On pourrait imaginer un régime foncier qui reconnaît à toutes les communautés installées sur leur site séculaire, on leur reconnaît immédiatement la propriété. Parce que c'est cette fragilisation des communautés qui fait que des prédateurs fonciers arrivent. Puisque pour avoir le titre foncier, il faut dépenser des millions, ils viennent proposer des millions aux communautés et tout le monde ne peut pas résister. Donc, et ça, encore une fois, c'est l'État qui doit le faire. Tant que l'État ne le fera pas, il aura une très lourde responsabilité par rapport à ce qui va arriver. Et de plus en plus, et moi je m'en réjouis en tant que chef traditionnel, de plus en plus les communautés vont se faire entendre. Et je voudrais dire ici que je les encourage à se faire entendre par tous les canaux possibles, tant que l'État ne comprend pas qu'il faut adresser cette question et trouver des solutions. D'accord. Ramsès, vous aviez quelque chose à ajouter pour qu'on puisse évoluer? Je voudrais déjà dire que l'histoire et le combat de Rudolf Douala-Mangabel est tellement grand qu'on ne peut pas cantonner ce combat dans le seul cadre culturel Sawa ou Douala. Ça doit être pris dans une dimension nationale. Et la date du 8 août devrait en principe faire l'unanimité parce que le même jour, on a pendu d'autres Camerounais. Martin Paul Samba, Bandé Mbita, ainsi de suite, Assa Kona, tous ces Camerounais qui protestaient contre la colonisation allemande. Bien entendu, et ce que les gens oublient très souvent, c'est que ces martyrs qu'on célébrait hier sont des résistants à la colonisation. Avant eux, il y a eu des résistants à la pénétration. On a juste ici à côté Locke Priso, qui fait partie des premiers nationalistes même, qui s'est opposé à la pénétration allemande même. D'autres ont même accepté la pénétration allemande avant de se rendre compte que ces gens-là nous ont trompés et ont commencé à protester contre la domination. C'est dans le cas de Rudolf et de bien d'autres. Donc, le concept de héros, ce n'est pas ça le grand problème. Il faut d'abord la vulgarisation de cette histoire, l'appropriation, parce qu'on l'a toujours dit, la connaissance de l'histoire de la nation, c'est l'un des meilleurs catalyseurs du patriotisme. Et tant qu'on ne s'approprie pas cette histoire, on aura toujours des difficultés chaque fois qu'il y a une action comme celle-ci. Sa Majesté vient de parler des communautés qui doivent revendiquer, ainsi de suite. Moi, je pense que si au sein du gouvernement, il y a une façon de gérer les affaires foncières, je crois que c'est parce que justement, à ce niveau, il y a quelques autorités, peut-être administratives, qui n'ont pas une certaine maîtrise. Vous avez parlé des sociologues, des anthropologues et autres. Les historiens en disent souvent. Donc, je pense qu'il est possible pour le gouvernement, je préfère parler du gouvernement parce que l'État, c'est encore un peu plus grand. C'est-à-dire, ne pas donner les terres aux autochtones sans titre foncier. On peut plutôt leur faciliter, leur donner une exception en leur facilitant l'acquisition du titre foncier parce que, étant dans un État, il faudrait quand même qu'il y ait une sorte de reconnaissance de la propriété à l'État. Donc, on peut faciliter l'acquisition de ces titres aux propriétaires terriens simplement parce que, oui, ils ont l'avantage d'être là avant l'arrivée de l'État. Parce que l'État, par opposition aux communautés, l'État est plus récent que les communautés qui sont plus anciennes sur l'espace. Donc, on peut leur faciliter plutôt l'acquisition des titres fonciers. D'accord, on prend la dernière ligne droite. Je commence par vous, Hilaire Zipan. Il y a qu'on exige quand même les comptes à l'Allemagne avec ce qui s'est passé. Oui, et puis hier, je n'ai pas trop bien compris quand ça s'est séquencé, je n'ai pas été là, je n'ai pas été à l'organisation, mais je n'ai pas trop bien compris quand on allait poser le gel de fleurs, pourquoi on a invité l'ambassadeur d'Allemagne à aller accompagner le prince faire la pose du gel de fleurs. Je n'ai pas trop bien compris. Pourquoi? Parce que je sais que le débat en cours à la Bundestag, à l'heure actuelle, pour savoir d'abord comment il y a des pétitions également. Il y a les pétitions qui sont en cours. On a un certain nombre de vestiges appartenant certainement à cette époque-là, à la communauté Sawa, du moins, ou à la principauté, qui ont été confisqués par l'Allemagne, donc il faudra nous restituer. Il y a une série de débats. Et donc, ce n'est pas encore tranché. Ça, c'est d'autre part. Et d'autre part, l'honorable Malice Tongo l'a si bien dit, on n'a pas encore arrêté définitivement le concept de ce que c'est que l'héros national au pays. Et donc, ça pose un problème. Et donc, inviter un pays à venir faire la pose de pierre, quand on n'a pas encore élagué
tous Contentieux. les conséquences. Moi, j'ai trouvé ça un peu par rapport au protocole. Bon, j'étais pas l'organisation, mais j'ai trouvé ça un peu lui faire la faciliter la chose. Et puis, l'Allemagne doit pouvoir nous demander des excuses officiellement. Avant de déposer une Bien sûr. C'est quand même chez nous. C'est pas chez eux. Et donc, il faut quand même qu'ils nous excusent, qu'ils s'excusent. Et ensuite, on verra donc comment on va les accompagner dans ce sens-là. On ne demande pas un certain nombre. Mais je voudrais conclure, comme c'est la phrase de fin, pour dire qu'on a un esprit camerounais. Il y a une mentalité, c'est ce qu'on appelle le Djemea, un peu le Fatin Spirit, le Hemlé. C'est un esprit qui date. Et j'ai l'habitude de dire qu'on est un peu tellement fiers que même le colon, par la suite, à partir de l'exemple allemand, ni la France, ni l'Allemagne, ni la France, ni l'Angleterre ne s'est permis à vouloir faire une colonie. Chacun arrivé au Cameroun en sachant bien que c'est pas si facile que ça. Ça devrait plutôt nous enseigner et naturellement nous permettre de construire une nation. Donc il est temps, pour conclure, que nous les politiques, nous fassions vraiment le meilleur culpa de notre histoire pour se réconcilier enfin. Parce que même le deuil porté comme nous les Bantous, vis-à-vis, naturellement, du prince, ce n'est pas fait. Il faut qu'on ait, les chefs sont là, c'est les gardiens de tradition, il faut qu'ils fassent ce rituel-là. Moi, j'ai assisté à un rituel d'intronisation qui a été fait par le Majesté. C'était à Dikolo. C'était extrêmement... On essayait de rueler quelqu'un à Sodiko. C'était le terroir. C'était important. J'ai vu les étapes, c'était pas aussi facile. Et je pense que lui qui communie avec les ancêtres, on en a besoin de cette réconciliation pour sortir dans cette crise interminable dans laquelle le Cameroun s'enfonce petit à petit. Merci. Marlise, pour avancer dans l'histoire, mourir pour la patrie, est-ce qu'on a, selon vous, de nouveaux martyrs à l'heure actuelle? Vous avez l'impression? C'est pour ça je vous dis qu'il faut clarifier ces termes-là. Les martyrs, est-ce que... Restons dans le concept général. Est-ce que Charles de Gaulle était un héros? Non. Mais c'est un grand homme d'État français qui est au Panthéon, je crois, non? Tout à fait. Et donc, nous n'avons pas de Panthéon. Pour les Français. Nous n'en avons pas. Mais c'est pour ça, on n'a pas besoin de ce qualificatif de héros ou de pas héros. Parce que parmi même les chefs, là, peut-être. Non, il a dit l'historien, il a dit. Il faut deux ou c'est trois. eux qui doivent nous dire. Voilà, 2 ou 3 coups peureux, là, qu'on a fusillés en courant, et puis on va dire ils sont les héros. Non. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'embarrasse de ces concepts-là. Ce que nous devons savoir, c'est que pour que notre pays naisse, il y a eu des personnes qui ont mené des combats. Ouais. Ces combats nous ont grandis. Et nous devons continuer à porter cette grandeur. Alors, comment la porter? Comment faire en sorte que ces gens-là, ces personnalités, restent vivantes dans l'esprit de l'entièreté de nos communautés, de nos enfants, de que ce soit une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas une réalité. Rudolf Douala Mangabel, c'est l'affaire des historiens et c'est les affaires du canton Bel et de quelques Douala et tout ça là. C'est nul. Et c'est là la faute. Voilà, c'est nul. Si on en est là, c'est qu'on n'a pas su porter le message qui est le sien et qui va nous donner toute l'énergie pour aller dans les combats qui nous attendent. Les combats nous attendent et si nous sommes un peu fragilisés comme nous le sommes, je pense qu'on n'y arrivera pas. Alors, Majesté, on termine par ce combat-là qui a été mené. Comment faire pour que finalement ça ait un impact visible sur l'avenir? Parce qu'on a l'impression que c'est... Ben, il faut en parler. Sur le rituel, c'est évacué, Majesté. Non, il faut parler de ce que ces gens ont fait, il faut l'expliquer aux jeunes, il faut ouvrir les archives, etc. Mais j'ai quelques... Je suis un peu sceptique lorsque j'entends le rap dire il faut clarifier certains concepts. Intellectuellement, je comprends. J'entends bien ce qu'elle veut dire. Sauf qu'on est parti pour 50 ans. Nous connaissons également notre pays. Ça va, tous les intellectuels... S'ils sont là, nous souhaitons que demain, quelque chose soit fait. Mais si nous rentrons dans ces mots qui ne sont pas dans nos langues, ça va être un peu compliqué. De deux. Je voulais dire à Hilaire également,
que pour faire ce rituel de réconciliation, il faut d'abord que les ennemis d'hier se parlent. Ils ne se parlent pas le jour du rituel. Oui. C'est donc normal qu'on ait invité l'ambassadeur d'Allemagne. On sait ce qu'il y a eu entre l'Allemagne et la France et tout ça, mais on sait très bien que ceux qui ont construit l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Tout à fait. Donc nous sommes dans cette logique. Je sors de l'Allemagne il y a 3 semaines, où j'ai été reçu par plusieurs hauts responsables de musées par rapport à ce problème de restitution. Je dois vous dire que l'opinion publique allemande est beaucoup plus préparée que la nôtre. Alors, c'est bien qu'on lance de gros principes, on veut que ça... Est-on prêt, nous? J'ai vu du doigt, ils ont mis en place une structure, et on en a discuté avec l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. C'est prêt, mais est-ce que de notre côté, on est prêt? Ne pensons pas que la difficulté vienne forcément de l'autre. Pour la partie allemande, elle est prête. Nous également, préparons-nous pour ça. Et après, on parlera du rituel. Je vais en quelques mots pour sortir. Je suis très content d'écouter Sa Majesté parler du rapport avec l'Allemagne, parce que je ne partage pas l'avis du co-panéliste sur le fait qu'on devrait écarter. On termine juste. Oui. Donc, moi je dis que en attendant l'État, il faudrait que chaque Camerounais dans son entourage essaye de diffuser ces pans de l'histoire de notre pays et qu'on essaye de sortir l'histoire de Rudolf Douala Gabel dans l'espace culturel, savoir pour que ça ait une dimension nationale. Si on le fait, je crois que l'État fera le reste, et surtout les hommes politiques sont en face de moi. Ils essaieront d'inscrire ça dans leurs agendas politiques, et je crois qu'à partir de là, l'État le gouvernement s'en saisira, et avec l'appui des individuels au niveau micro, le Cameroun pourra sortir de Très belle conclusion, Dr Ramsès Tsanangengan, docteur en sciences politiques, enseignant à l'Université de Douala. Merci d'être venu. Sa Majesté Ruben Ness et Sommer, président de l'association des chefs traditionnels Sawa du Vouri. Ça a été un plaisir de vous avoir. Honorable Marlise Douala-Bel, femme politique, également digne fille Sawa, militant du RDPC. Hilaire Zipan, président national du mouvement progressiste, membre de l'Union pour le changement. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Demain, le débrief, c'est à Yaoundé. Et je vous retrouve jeudi prochain avec une autre thématique et d'autres invités. Juste derrière moi, c'est le 19h50. Une présentation d'Alain Gislain Kanga. Et merci à Colin Souanchouan pour la réalisation de ce programme. Bonsoir.